Bonjour Hélène. Bonjour Sarah. Alors pour la petite anecdote, c'est Monsieur Rollin, le maire, qui m'a dit « Ouh là là, il faut que vous alliez voir ma sœur ». Parce qu'il m'avait parlé d'un très bel arbre qu'on a pu voir au pique-nique de Douin. Et il m'avait dit « Ça, c'est les affaires à Hélène ». Alors du coup, l'idée c'était de partager autour de l'arbre généalogique cette trouvaille que vous avez faite, la quête que ça a pris pour vous. Alors comment ça a démarré cette histoire d'arbre ? Donc on a trouvé, en rangeant le grenier dans la maison familiale, donc adhéré chez mes parents, un arbre généalogique. Donc tout le monde s'est penché dessus parce que c'est quand même une très belle trouvaille. Et on se rend compte que l'arbre généalogique, la première personne est Humbert Rollin de 1604. Donc c'est quand même une trouvaille intéressante. Et en regardant les différentes générations, mais on s'est rendu compte que l'arbre s'arrêtait à mon grand-père, Jules-Marie Rollin, qui était 8e enfant de la famille. Il est né en 1877. Donc, quand je me suis trouvée à la retraite, j'ai dit quand même ce trésor, il faut qu'il soit exploité et que je continue. Je cherche la branche qui m'intéresse en fait, parce que l'arbre est assez vaste et notre partie est une petite partie de l'arbre. 1604, ça remonte quand même. Vous, concrètement, quelle émotion ça vous donne quand vous avez vu cet arbre et quand vous avez vu le nom de votre aïeux de 4 siècles Émotionnellement, ça crée quelque chose. Quel déclic ça vous a... Peut-être pas, hein, d'ailleurs. Non. Rien du tout. Très honnêtement, bon, j'ai dit c'est un trésor, et puis comme je vous le disais par téléphone, je trouve qu'on se penche sur ses racines, malheureusement tardivement. Quand j'étais jeune, ça ne m'a pas du tout effleuré l'esprit de dire je vais continuer ça. Ça m'a pris vraiment après, parce qu'on avait eu la bonne idée de le photocopier cet arbre. Et chacun, on a un exemplaire. L'original, c'est celui que vous avez vu. Mais on a chacun un exemplaire sur papier calque à disposition. Et je disais, même si je ne m'appelle plus aujourd'hui Rollin, c'est quand même intéressant de connaître ses origines. Je veux dire, Bien sûr. donc mes petits-enfants, puisque maintenant j'ai des petits-enfants qui sont déjà bien grands, seront peut-être un jour contents de savoir de quel côté ils viennent, me font, etc. Et vous avez découvert cet arbre, vous aviez quel âge ? Je pense après le décès de ma grand-mère, ça devait être autour de, je vais dire 1977, à peu près. Et donc vous avez repris cet arbre en recherche en quelle année ? 2000. Il s'est passé 23 ans entre la découverte de l'arbre et la quête de la recherche. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Ça vous... Alors, déjà, la vie active, on a la tête dans le guidon, on a des enfants à élever, etc. Des choses aussi à gérer. J'ai perdu un frère, donc beaucoup assister les parents, etc. Et puis nous-mêmes, on a une vie très remplie, puisque si on habite ici depuis 2001, on a quand même vécu 13 années au château de Douin, le château qui est sur l'eau. D'accord. Donc aussi, c'est une partie de notre existence. Et en fait, mon mari cumulait deux emplois. Donc il travaillait dans la société Migéry, qui est une entreprise locale de Douin. Et le samedi et le dimanche, il travaillait. Enfin, on compensait notre location par des petits travaux au château. Au château. Voilà. Vous étiez châtelain. Nous étions châtelains. Châtelain dans le parc du château, pas dans le château lui-même. Mais d'ailleurs, ça c'est une énigme, ces châteaux, il n'est même pas ouvert. C'est vraiment que des habitations privées. Tout à fait. Tout à fait. Alors c'est sûr que nos enfants ont eu une adolescence très particulière parce qu'on habitait dans un lieu très particulier. Ah, c'est vrai, ils doivent avoir de bons souvenirs. Tout à fait. Donc du coup, dans les années 2000, vous êtes en retraite et vous vous dites, ok, là je reprends l'arbre. Non. Dans les années 2000, on a décidé de construire.
Donc bon, là, pareil, on fait les travaux de la construction. Quand on construit, faut se retrousser les manches et beaucoup travailler. Et là, moi, je travaillais aussi, j'avais une profession, j'étais comptable dans une petite entreprise. Donc bon, là, on a construit, puis après la vie a fait que les enfants ont grandi, sont partis. Ça explique ce qu'on disait aussi par téléphone, c'est que on prend tardivement conscience, on réfléchit à nos aînés que tard dans la vie, mais parce que la vie nous happe par des obligations, des responsabilités. Donc forcément, tout à fait. C'est et puis, la priorité. Voilà. Et puis quand on pense, et c'est un peu le reproche que je ferais aux anciens, notamment mes parents, c'est qu'on pense pas qu'on va devenir vieux et que il faut justement léguer et ses souvenirs et préparer la période où on va partir, quoi, je veux dire. Et ça, c'est pas du tout dans la culture et l'éducation qu'ont reçu nos parents. Déjà, notre génération commence tout juste à faire partie un petit peu. Mais je vois mon mari est plus rétrograde que moi de ce côté-là. Et de fait, donc, parce qu'en fait, on n'est que de passage, on ne fait que transmettre. C'est vrai. D'ailleurs, avec Lucas Sou, le généalogiste des marmottes que j'ai interviewé récemment, disait qu'en fait, on se retrouve face à un énorme problème parce qu'on a des gens, des habitations qui ont plein de belles photos anciennes, mais pas eu la présence d'esprit de dire que c'était Mamie Janine, que c'était telle année, que c'était à tel endroit. Et donc, du coup, on se retrouve avec un héritage de photos sans pouvoir accrocher les wagons, c'était qui, c'était quand, c'était pourquoi, à quelle occasion, et donc du coup on perd un peu le récit. Tout à fait. D'ailleurs, il invite tout le monde à demander à ses grands-parents de bien mettre au crayon à papier les prénoms, les dates, les lieux, tant qu'il est encore temps. Tout à fait. Et justement, le fait de me pencher sur cet arbre généalogique et de faire des recherches pour arriver jusqu'à mes petits-enfants, en fait, donc m'a fait prendre conscience aussi que bon, j'étais pas toute seule, et justement Marc me demandait quel était le lien qu'on avait avec certaines personnes. Et donc justement lui de par sa fonction de maire avait de temps en temps des demandes, et il me disait tiens, comment se fait-il qu'on est parents avec les Lanterniers notamment. Et de fait, monsieur Lanternier l'avait contacté. Et ce monsieur Lanternier, il lui a donné mon adresse mail, etc. Et ce monsieur Lanternier m'a envoyé les photos de ma grand-tante, une des sœurs de mon grand-père, qui faisait le joint, qui s'était mariée avec quelqu'un, et qui faisait le joint. Et lui, fait de la généalogie, c'est quelqu'un nettement plus jeune que moi, mais lui, ça devait être une passion. Et il fait un arbre où il a mis les photos carrément de ses... quand il les avait, et c'est absolument superbe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'association Les Marmottes référence donc au niveau des personnes un nom, une date de naissance, un lieu, avec le scan de l'acte de naissance de la personne. Et là, c'est vrai que ça permet... Ça donne une autre ampleur. Mais quand on regarde Généanette ou Philéa, il y a plein de documents dessus. Ouais. Et puis il est vrai que ma maman disait, c'est aussi ce qui m'a poussée. Bon, j'ai perdu un frère, il avait 24 ans, et ma maman me disait, on est la 3e génération où on perd un enfant jeune. Et donc mon frère s'est tué à 24 ans. Mon grand-père Jules, a perdu son fils François, qui s'était engagé dans les forces navales françaises libres, et il est enterré à Durban. Il a une histoire très particulière. Et cette histoire-là, et donc la génération d'avant a perdu donc, c'était un oncle finalement à mon papa, qui est décédé de la catastrophe de Saint-Gervais. Et qu'est-ce que ça dit, c'est quand même curieux. Oui, tout à fait. Spontanément, qu'est-ce que ça vous dit? Ça parle de quoi? Je sais pas. Enfin bref, c'est maman qui m'a dit ça. Et bon, c'est vrai, on dit jamais 203. Bon, maintenant le cercle est fini. Mais l'oncle François, donc celui qui s'est engagé dans la marine, on voyait son portrait chez la grand-mère. Enfin bref, c'est quelqu'un qui pour moi faisait... je savais que c'était mon oncle, etc. Mais la véritable
son histoire particulière, on la connaissait pas. Et puis c'était un mort, alors bon, faut pas trop en parler parce que bon, voilà. Il reste tabou. Et voilà. Alors finalement, en discutant avec mon frère aîné me dit, mais ben oui, moi, on m'a dit qu'il s'était tué en étendant du linge sur son bateau. Les légendes après, les mythes et légendes commencent à arriver. Bon, en fait, c'est pas du tout. Enfin, pour moi, c'est pas du tout ça. Moi, quelqu'un, et je crois que c'est ma grand-mère, mais je n'en suis pas sûre, m'a dit qu'il avait eu un accident parce qu'en fait, il s'était engagé donc, dans les forces libres sur un paquebot qui s'appelle le Félix, enfin qui s'appelait parce qu'il a changé de nom quand il était vendu, qui s'appelait le Félix Roussel, et il était radardiste, puisque j'ai son extrait l'extrait de décès. Et il est décédé d'ailleurs sur le bateau à Durban, la veille, c'était le 15 avril 1946, la veille du jour où on restituait le Félix Roussel à la France parce qu'il avait été réquisitionné par les Anglais. Et il était rendu à la France le 16 avril. Et mon oncle s'est tué la veille. Et on m'avait dit que c'était parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ses radios. Il était grimpé à un mât pour réparer et il se serait tué comme ça. Et pour moi, c'est beaucoup plus logique, maintenant que j'ai trouvé l'histoire du Félix Roussel et que j'ai trouvé l'avis de décès dans les archives de la municipalité. Et pour moi, tout se rejoint. Parce que prendre du linge, enfin bon, ça me semblait un peu curieux. Alors, moi, il y a deux choses qui m'intéressent. La première chose, c'est que, du coup, quelque part, il y a un fil d'Ariane derrière. Là. Parce que du coup, non, il ne peut pas être mort sur un bateau en étendant son linge, quand même. Ouais, ça faisait quand même un peu bizarre. Ça faisait quand même, voilà, ça fait un peu bizarre. Donc, il y a un élan de quête et de recherche de vérité. Mais ça vous prend combien de temps et en fait, c'est un peu passionnant tout ça, quand on commence à se mettre le doigt dedans. Alors, le temps, je ne peux pas le dire, parce que j'ai fait ça beaucoup la nuit, parce que je m'endors très tard, donc j'ai fait ça le soir très tard. Et puis, bon, comme on a les archives numérisées jusqu'à 1920, je veux dire que c'est une grande facilité. On a quelque chose, tiens, on va aller voir autre chose, ça nous emmène. Et donc, mais dire... Le temps, je ne sais pas le temps. Donc, bon, en tout cas, à la limite, c'est un temps précieux qu'on ne compte pas. Voilà. Au final. Voilà, puis quand on a... Enfin bon, moi je suis une passionnée pour plein de choses. Je collectionne, la mairie m'avait sollicité pour représenter, pour être un des membres dans la commission fleurissement, quand il y avait le concours fleurissement, etc. Et après... Il y a eu la demande de la première fleur pour Douin, donc pareil, on m'avait sollicité pour participer. Et bon, quand on est plus ou moins passionné, oui. Le fait qu'on faisait partie à l'époque de la Société d'horticulture de Haute-Savoie, donc finalement ça passionne, allez hop, on y va. Donc du coup, vous tombez sur cet arbre, Humbert Rollin, 1604, on est en 1977, se passe quelques années, 2000, vous faites construire votre maison, petit déclic, ok. Par quoi vous commencez pour dérouler l'arbre? Je commence à chercher tous les frères et sœurs de mon grand-père qui sont mentionnés. Alors j'ai souvent leur date de naissance, et je la trouve notamment avec les archives. Les archives où vous vous déplacez, non, pas du tout, c'est numérisé. C'est numérisé. Alors donc, je cherche, je trouve, et il me manque finalement, j'arrive à trouver tout ça. Alors quand j'ai déjà trouvé tout ça, après il y a aussi la famille adhérée, il y avait deux familles, les Rollin et les Duclos. Et chez Duclos, la fille Duclos, elle a marié un militaire, Jacques Tamary, qui lui avait fait des recherches bien avant moi. Et il les avait montrées à mes parents. Et quand moi j'ai commencé, je me gentiment demandé s'il y avait quelque chose. Et donc il m'a envoyé ce qu'il avait fait. Mais comme je n'étais pas d'accord, il a fallu que je cherche et que je prouve pourquoi je n'étais pas d'accord. C'est génial. Donc oui, parce que je suis quand même un peu têtue. Oui.
Et dire qu'il a tort sans pouvoir apporter les preuves, ça ne se fait pas. Oui. Donc bon, Oui. quand vous dites c'est pas juste, mais pourquoi c'est pas juste? Ouais. Il faut apporter les preuves. Ouais. Donc je me suis mis à chercher par rapport à Parce ça. que quelque part, vous êtes là aussi pour défendre une certaine vérité de l'arbre Rollin, de l'arbre généalogique des Rollins, parce que c'est ça que vous allez transmettre. Donc du coup, il faut être hyper droit dans ses bottes et transmettre quelque chose de juste. Oui, en fait, C'est un minimum. mais en fait, moi c'est pas dans ce que j'ai continué, c'est pas ce que j'ai mis en avant, parce que moi j'ai mis en avant que la branche. Je suis partie donc il faudrait que je le sorte cet arbre d'ailleurs. Vous allez voir du coup le pan Oui. de la famille Rollin et que surtout l'arbre généalogique, ce que ça représentait, parce que quelque part c'est filial par rapport à vos petits-enfants et c'est de ça dont ils vont avoir besoin. Alors, c'est quoi le mode d'emploi? On commence par un nom, donc vous nous aviez dit par le grand-père. Oui. On commence par un nom, après du coup on va sur Internet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à monter son arbre généalogique concrètement? Parce que c'est pas forcément évident, on ne sait pas trop comment faire en général. Souvent les gens qui commencent, je le lisais encore ce week-end quand j'ai regardé quelque chose sur Internet, souvent les gens commencent à partir d'eux-mêmes. Et donc et après les parents, les grands-parents, etc. Bon, moi je ne suis pas partie de moi puisque je suis partie de grand-père. Donc, C'était dans le sens inverse, en fait. j'avais toute la filiation depuis 1604 jusqu'au grand-père. Il me suffisait de chercher, hein, et je voulais quand même les frères et sœurs, je trouvais que ça faisait... Il n'était pas complet puisqu'il y avait les dates de naissance et pas forcément, et puis encore pas toutes. Et je disais là au moins mettre au moins les naissances et les décès, de toute façon, et après continuer de manière... Et bon, ben, j'ai continué, et je vous dis, j'ai essayé de rectifier ce qui était pas forcément juste dans l'arbre généalogique qu'on m'a montré. Mais le fait, ben, vous dites, Internet, il y a des gens qui font ça sur Internet, et moi j'ai travaillé beaucoup avec Généanet, sans payer la cotisation, puisqu'il y a une partie qui est... Comment ça se passe sur Généanet? On crée un compte, c'est payant, mais vous avez... Non, on peut consulter, on n'a pas besoin de compte. Je crois pas, de mémoire. D'accord. Il faut qu'on met quoi? Un nom de famille, une date de Oui, naissance? on va chercher. Non, on met un nom en général. D'accord. Puis après on cherche, mais très honnêtement, ça date un peu, je me rappelle plus très bien. D'accord. Et donc, en regardant donc ce qui était fait, sur Généanet, je me suis aperçue que dans un arbre généalogique de quelqu'un que je connaissais absolument pas, il y avait ma grand-mère. Et elle disait, la grand-mère, elle avait qu'un frère ou qu'une sœur, je ne me rappelle plus. Je dis, mais c'est pas possible, elle en a plus que ça, enfin bref. Et comme on peut communiquer, on peut communiquer, disant bonjour, je suis tel, j'ai vu ma grand-mère sur votre arbre généalogique, mais je veux compléter parce qu'elle n'a pas qu'un frère ou qu'une sœur, je ne sais plus. Et voilà, et cette personne m'a répondu, et on a conversé comme ça. Après, on s'est échangé nos mails respectifs pour converser autrement que par Généanet. Donc, et comme ça, on s'est aperçu, lui était coincé dans son arbre, c'est quelqu'un qui avait un arbre énorme sur Généanet. C'est quelqu'un qui faisait des traductions pour Wikipédia, enfin, etc. C'est quelqu'un qui est à Paris, enfin bref. Et il était coincé à un endroit parce qu'il avait connu une personne que j'ai connue également, mais il ne savait pas la remettre dans son arbre généalogique. Et comme je la connaissais, et comme cette personne venait voir, c'était un neveu de ma grand-mère, eh bien, je suis arrivée à lui faire remettre dans le bon ordre dans son arbre généalogique. Alors, c'est intéressant parce que du coup, vous faites votre arbre, vous complétez votre arbre, en voyant sur Généanet d'autres qui font leur arbre, bah du coup, des fois, on a des troncs, des racines communes, et donc du coup, c'est ce qui, à plusieurs, permet d'établir Tout à fait. Et c'est comme ça que M. Tabary, donc le mari de la fille des voisins, là, est venu expliquer à mes parents que je ne sais plus quelle année, quelqu'un de la famille Duclos avait marié quelqu'un de la famille Rollin. Et que finalement, on avait des ancêtres communs, quoi. Donc, c'est chouette. Hein. C'est marrant. Ouais. C'est très marrant. Quelles difficultés vous avez rencontrées pour faire cet arbre, le compléter à la hauteur? Parce que vous, la particularité, c'est que vous l'avez fait plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que
normalement on part de soi et on remonte. Vous êtes parti sur l'existant de ce qu'il y avait en haut pour redescendre, pour l'offrir à vos enfants. Quelle difficulté vous avez? Alors, la difficulté maintenant, c'est que les archives sont numérisées et accessibles sur Internet que jusqu'à 1919 inclus. C'est-à-dire qu'à partir de 1920, il faut aller dans les mairies. Qui n'ont pas numérisé. Alors, si on va à Douai, c'est numérisé, mais c'est numérisé. Et pour moi, c'est pas pratique du tout. En fait, vous allez voir la secrétaire de mairie qui vous dit, je suis allée pour avoir les 2 extraits là que je voulais vous montrer. Et, en fait, il faut lui donner des dates, etc. Mais alors que quand vous consultez les archives, il faut y aller table par table, toutes les tables annuelles, etc. Puis quand vous voyez un nom qui vous intéresse, vous allez regarder. Mais là, il faut le faire qu'avec des registres. Vous ne pouvez pas le faire avec des archives comme c'est numérisé maintenant. Il faut avoir accès encore au registre. Alors quand je cherchais le mari de ma grand-tante qui habitait sur Menton-Saint-Bernard. Je suis allée à la mairie de Menton-Saint-Bernard, ils m'ont laissé tous les registres. Mais depuis, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à Douai notamment, depuis que moi j'ai consulté les archives comme ça, et depuis, quelqu'un est venu numériser, et la secrétaire de mairie vous donne accès, enfin, si vous lui donnez des dates, etc., elle vous édite ce que vous voulez. Mais vous n'avez plus la possibilité, enfin, je n'ai pas demandé à mon frère si exceptionnellement je pourrais le refaire, je vais dire. Mais autrement, là, je commence des recherches sur la famille de mon mari, mais si c'est pareil dans sa commune, je vais avoir des problèmes parce que les dates, je ne les connais pas. Oui. Donc, alors là, sans leur faire de promo, de toute façon, c'est une association, l'adhésion est à 6 € par an. Les marmotons ont... Les marmotons Les marmottes, pardon, de Savoie. Je trompe avec Flora parce que j'ai interviewé Flora hier. Les marmottes de Savoie ont dans leur base en association 3 millions de données et ils ont scanné un nom, une date, une ville, extrait de date de naissance. Et Douai, il y a des choses à Douai, en fait ils ont fait essentiellement en Savoie évidemment. Ça peut être une belle source de recherche pour vos recherches parce que vous avez accès. Enfin, c'est vraiment très bien fait pour une association. On tape un nom, ça met en relation et ça nous connecte avec d'autres personnes de l'arbre. Le constitue un peu quelque part. Alors nous, je vais aller voir la mairie de Challonges, puisque mon mari est originaire de Challonges. Mais de toute façon, on va très vite être bloqué parce qu'ils sont immigrés italiens, donc très vite, il va falloir aller en Italie. Ah oui. Alors, mon beau-frère et ma belle-sœur sont allés dans le village, et sont allés au cimetière. Dans le cimetière, il n'y a que des morinos, alors on ne peut pas s'y retrouver. Ah ouais. Puis en plus de ça, le tronc commun, c'est l'annexion de la France et puis l'Italie qui devient indépendante en 1860. On le voit bien au niveau des archives avant 1860, la maison de Savoie a entreposé des archives à Turin. Il y en a d'autres qui sont à Lyon et c'est vrai qu'elles sont un petit peu éparpillées. Notre histoire, la grande histoire de France et d'Italie, fait que, surtout le duché de Savoie de l'époque, avant 1860, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, si on regarde bien, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent avant 1860. Il me disait, on peut remonter facilement jusqu'à 1560. Et puis, après... Et puis en plus, l'annexion de la Savoie, on a les Savoisiens qui la contestent, puisque les clauses qui ont été signées ne sont pas respectées. Donc. Alors, elles ne sont pas respectées, et puis alors moi, pour suivre de très très près cette histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1947, pendant la création de l'ONU, la France doit déclarer toutes ses colonies, toute colonie non déclarée par la France, fait qu'elle perd sa colonie. La France a déclaré toutes ses colonies, sauf la Savoie. Donc depuis 1947, la Savoie est officiellement plus annexée à la France, par erreur. Quelles ont été les belles surprises, s'il y en a eu, ou qu'est-ce que vous avez vécu? Parce que quelque part, il y a de l'ordre de la quête derrière ça, au-delà du livrable, on va dire. Vous faites des découvertes, je veux dire, indéniablement. Je veux dire, vous apprenez que
finalement un tel, ben, il avait tel sobriquet, ou que tel enfant est né hors mariage, ou bon, ça c'est inévitable, quoi, je veux dire. Mais bon, après, c'est vrai que moi, ça m'a rien apporté de particulier. Quand on fait une quête sur quelque chose, on vise quand même beaucoup plus à... Le résultat Oui. de l'arbre. Est-ce que autour des noms, vous avez pu positionner sur cet arbre? Est-ce que du coup, ça vous en a dit un petit peu plus sur votre famille, les métiers? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert de... Ben, il y a beaucoup de gens cultivateurs. D'abord, notre famille, il y a quand même beaucoup originaires de Douin, et c'est beaucoup sur Douin, que je vais dire, même si l'autre branche de l'arbre, il y a le Tour-du-Rollin, mais bon, mais nous, notre branche, c'est essentiellement sur Douin quand même. Et puis les mariages qui ont été faits, c'est avec des gens autour. Hein. Ma belle-fille, qui s'intéresse aussi beaucoup, a repris donc une partie de ce que j'avais fait. Elle a donc refait, elle est partie de mon père, oui, elle a remonté cette génération. Alors elle se rend compte qu'il y a des gens de Saint-Joriot, de Sauvrier, enfin beaucoup de Verrier, Taloir, enfin beaucoup, c'est assez régional quand même. Ouais, c'est vraiment donc dans la zone. Hein. Voilà. Quel métier vous avez découvert Alors, il y a beaucoup de gens, facteurs dans la poste, et puis cultivateurs, beaucoup. Ouais. Oui, parce qu'en général, à l'époque, ils avaient deux métiers. Ils cultivaient la terre, mais il y avait aussi un petit métier à côté pour, on va dire, assurer un petit peu et renforcer Mais bon, un malheureusement, peu les caisses. femmes étaient souvent ménagères, ou, on sait, oui, il n'y a pas des métiers... Et donc voilà, oui, à part ça... Donc vous vous attaquez à l'arbre généalogique de votre mari. Oui. Ça y est, passion généalogie. Comment est venue cette idée? C'est plutôt vous, monsieur, qui avez... Non, pas du tout. Où mon mari et moi, on est là. Ah oui. Et là, ben, du côté de mon mari, c'était ça, et du côté de mon côté, c'était ça. Et oui. Et donc voilà, et partir après avec eux. Et donc voilà, l'idée, elle était là, mais je me rends compte que je suis déjà... Non, c'est l'inverse. Ça, c'est le côté des Morinos, puisque là, je vois qu'il y a beaucoup de cases, et là, il y en a peu. Mais c'est comme ça. Donc... quelque part, pour boucler la boucle, ils vont tomber un jour sur un tableau inachevé, comme vous êtes tombé sur l'arbre des Rollins, qui a été commencé en 1600. Excepté que je leur donnerai. Là, déjà, tout ce travail-là, je l'ai déjà donné. D'ailleurs, il faudrait que je le renvoie à mon frère aîné, il faut qu'il rajoute, d'ailleurs, il a son fils, et ça me pose une question, est-ce qu'on marque les divorces dans les arbres généalogiques? Voilà, c'est une bonne question. Ça. Mon filleul, mon neveu et filleul, ben, c'est son 3e mariage, oui. Donc je me demandais, c'est compliqué pour remplir l'arbre généalogique. Mais alors, en fait, c'est exactement ce qu'on disait et ce que me disait Monsieur Assou. En fait, avec les changements déjà sociétaux, les gens qui bougent beaucoup plus qu'avant, les grossesses, les mères seules, celles qui procréent par assistance de les GPA là, les multiples divorces et que je te remarie et que je te redivorce et que hop, il y a 4 gamins et ça pose un problème ça pose un problème. On va dire que ça demande une dextérité organisationnelle de plan Tout à fait. que vous n'aviez pas en 1700 et 1800, c'était quand même beaucoup plus simple. Si ce n'est que, et ça je ne sais pas si ça apparaît, mais les familles, et je les ai vues, j'ai vu des extraits de familles en 1800, 1700, 1800, 1900, dans les recensements, les familles, ils recensaient le père, la mère, le jeune garçon et la jeune fille, et l'homme de main ou le valet de ferme, où ils étaient joints au recensement. Donc bon, ils ne font pas partie de l'arbre généalogique, mais il y a cette complexité-là. Et puis l'autre qui est en train d'arriver, c'est qu'en fait, la généalogie se fait par l'ADN, de plus en plus maintenant. On veut savoir nos ancêtres, hop, on se cure le nez, hop, on envoie ça dans un labo, et boum, alors là, t'as tant de pourcents de là, tu viens de là, t'es cousin de... Et là, on se rend compte qu'il y a un énorme problème éthique, c'est que ces données sont envoyées, parce que c'est interdit en France, mais sont envoyées dans des labos à l'international, qui, eux,
commence à recenser une base ADN la plus grosse mondiale, mais qui peut être achetée. Donc là, il n'y a pas d'éthique, c'est pas institutionnalisé, c'est business. Et donc du coup, quelque part, dans 10 ans, si moi je me suis curé le nez et que j'envoyais pour savoir de quel sang je venais et mes origines, ben j'impacte ma descendance, parce que si dans mon ADN j'ai un gène qui est mauvais en termes de santé, que c'est racheté par des labos, par des banques, et ben en fait ils peuvent faire le croisement et dire ah, vous monsieur vous pouvez pas avoir de prêt bancaire, ou vous pouvez pas avoir d'assurance. Et là en fait ça devient c'est ce qu'il me disait, ça devient incontrôlable. Donc la généalogie par l'ADN, c'est une autre façon de faire des arbres, mais beaucoup moins éthique. Et d'ailleurs, en cherchant justement, par GeneNet, puisque ma belle-fille, elle paye la cotisation, donc elle a accès à beaucoup plus de documents, ce qui est normal. Hein. Et elle avait retrouvé que l'une des sœurs de mon grand-père avait eu la fameuse, dont j'arrivais pas à trouver la date de décès, qui est décédée à l'hôpital. Et donc, elle a eu un enfant. Elle était placée à Lyon chez quelqu'un, elle a eu un enfant. Alors très souvent, c'est l'enfant qu'elle a reconnu, mais qui porte son nom de jeune fille. Oui. Et très souvent, c'est l'enfant du monsieur qui est du notable, chez lequel chez qui elle travaillait. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, c'est ce que me disait aussi Monsieur Assou. Est-ce que vous souhaitez nous partager autre chose? Est-ce que vous avez fait le tour, ou est-ce que vous avez envie de nous dire des choses particulières par rapport à cet arbre, par rapport à votre quête et votre recherche? Quand on a... Oui, moi je pourrais dire que quand on a ouï dire, en famille bien entendu, je ne veux pas dire de légende, mais enfin bon, il ne faut pas hésiter à faire parler les gens pour connaître en quête de la vérité en fait. C'est pour ça que les dates m'interpellaient quand je n'étais pas d'accord, ou cette histoire de l'oncle donc qui s'est tué. Je voulais savoir exactement ce qu'il en était, et c'est quand même une sacrée coïncidence quand même, et que j'arrive à refaire le lien. C'est bon, maintenant je suis bon, et pourquoi c'était quand même curieux qu'un oncle soit enterré à Durban en Afrique du Sud. Pourquoi Durban? Enfin bref, déjà, alors on est obligé de se pencher, c'est parce qu'il s'est engagé dans ses forces navales françaises libres, et le paquebot, le Félix Roussel, avait été réquisitionné par les Anglais, donc, et ils charriaient des gens et des troupes vers le Moyen-Orient, en fait, à Bombay, Singapour, etc. Quoi, donc. Et il faisait escale à Djibouti, à Durban, et donc voilà pourquoi il était acquis à Durban, c'était pour être restitué à la France. Et ça, si on ne cherche pas, on ne peut pas le savoir. Eh ben, en tout cas, je suis sûre qu'il est très reconnaissant d'avoir établi cette vérité. Il est mort dignement pour une France libre. Tout à fait. Et non pas sur un bateau touristique à étendre son linge, ce qui fait quand même sacrément une différence. Tout à fait. Merci beaucoup Hélène pour ce temps qu'on a partagé ensemble, pour nous avoir aiguillé un petit peu sur l'histoire de l'arbre généalogique et puis de vos anecdotes. Mais je vous en prie.